comportons-nous en adultes et en responsables. Nous revenons, le pouvoir appartient à la base. Le peuple est souverain. Vous voulez l'unité nationale, nous aussi nous voulons l'unité nationale, mais pas au détriment des développements de nos États. Donc désormais, chaque province devient un État souverain, mais au sein d'une confédération. Et là, vous dites ceci, on touchait, on changeait les constitutions. C'est ce qu'on va faire. Puisque nous leur disons, respectons au moins les compromis qu'on avait. Je vous ai donné les raisons des compromis. Alors, laissez-moi donner les propositions aussi. Oui, allez-y, parce que... Donc, comme vous voulez plus de compromis, on rentre dans l'antenne. Chaque État va désormais fonctionner comme un État souverain au sein d'une confédération qui restera la République démocratique du Congo. Le président va être élu au second degré. Pas de problème. Tous les présidents des fédérations choisiront un qui deviendra président de la confédération, qui sera en charge d'aller nous représenter à l'étranger, mener notre diplomatie, garantir l'unité nationale. Ça va même se faire par rotation. Après 5 ans, on choisit encore dans une autre province, etc., jusqu'à ce qu'on revienne. Ils ont 10% des recettes, ils peuvent fonctionner. Il y aura une cour confédérale pour arbitrer les conflits entre États fédérés. Mais chaque État gère ses ressources. Entretien de collaboration. Ça va être très facile, par exemple, d'entretenir une collaboration interétatique sur la voie ferrée qui va du Katanga vers la Zambie, qui descend au Kasaï, qui va au Maniema. Et puis après là, c'est la voie fluviale qui intervient. On collabore avec le Congo central pour le barrage Inga à Katanga ou autres. Et les entités, le Kivu va aussi être dans un grand pôle interfédéral. Ils travaillent déjà... Tout ça, une voie ouverte pour balkaniser finalement ok, alors soyons sérieux. On vous dit que même le compromis que nous avons, c'est un compromis bâtard, mais que les gens ont accepté au nom de l'unité, de la paix. Vous le passez outre parce que vous voulez juste vous éterniser au pouvoir. Sans résultat, donc en fait, nous sommes des otages, de sorte d'esclaves dans un pays condamnés à rester en permanence, à subir l'incurie des dirigeants au niveau national qui en plus veulent se perpétuer en permanence. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes au bon endroit et vous arrivez au bon moment. Il y a du rififi dans les rangs de l'opposition qui peine à se mettre d'accord, à s'accorder
sur la question de son porte-parole. Entre partir ou boycotter, nos chers opposants ne loupent pas la première occasion de se rentrer dedans et si possible, c'est tirer dessus. Une question. Quelle est cette impérieuse nécessité d'avoir absolument le porte-parole de l'opposition aujourd'hui pour ces cycles pendant que la loi qui confère ce statut à l'opposition date de 2007? Comment expliquer que chaque fois qu'il s'agit d'une question des postes, nos politiciens font toujours preuve d'avidité? Parce qu'entre le pour et le contre, il y a le sérieux. On a décidé aujourd'hui d'éventrer le bois. Et pour ça, on a Maître Hervé Diakessé qui nous fait encore une fois l'honneur de revenir sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Merci de m'associer toujours aux réflexions de votre émission qui de plus en plus prend de l'ampleur au regard des réactions que je lis toujours avec plaisir après chacune de nos productions. Oui, il y a des questions, Oui. des interrogations que le peuple se pose. On espère bien que vous trouverez aujourd'hui des réponses justes. Écoutez, je donnerai les réponses que je connais être justes. Après, chacun se fera la religion. Je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la bonne perception des choses. Oui. Mais en tout cas, je ne viendrai pas dire le contraire de ce que je sais. Parce que certains vous connaissent comme scientifique, d'autres comme membre militant des droits de l'homme, militant pro-démocratie, aujourd'hui politique. Certains commencent à se dire si votre nouvelle casquette pourrait dans l'avenir ou sur certaines matières influencer le sérieux que l'on vous connaît ou que l'on vous reconnaît. Le sérieux, non. Néanmoins, selon les casquettes, il y a une responsabilité. Quand je n'avais qu'une casquette de militant de droits de l'homme, j'ai une approche très claire. Parce que ça m'engage moi, ça engage une action militante. Quand j'ai une casquette d'avocat, je suis astreint par la loi à dire certaines choses et à en taire d'autres. C'est une profession d'abord déjà pour l'exercer, vous êtes tenu d'être assermenté. Il y a des incidences. Quand je parle en politique, je parle de manière partisane déjà, parce que j'appartiens à une famille politique qui a une ligne politique et qui a des intérêts à protéger. Donc je m'abstiens dans mes déclarations de tenir des propos qui peuvent fragiliser ma famille politique. Mais dans tout ça, je ne suis pas tenu de venir dire le contraire de ce que je sais. Oui. Simplement, j'agis avec responsabilité et je suis conséquent. Est-ce qu'à un moment, il pourrait vous arriver de prendre une position qui soit contre vos propres convictions parce que c'est la ligne de votre parti? Non, en ce moment-là, je m'étais. J'agis en politique par conviction. Vous vous taisez ou vous démissionnez? Oui, il faut faire le choix. Il faut faire les choix. Si je dois venir maintenant pour devenir un mouton, non. Vous étiez déjà arrivé de vous retrouver devant ces dilemmes? Non, parce que l'avantage que j'ai dans la famille politique à laquelle j'appartiens, le débat politique est ouvert. Des fois même, il peut donner l'impression d'être cacophonique. Et justement, on va en parler. Oui. Deuxièmement, j'ai la latitude de discuter clairement avec le président du parti et les autres cadres du parti pour dégager une ligne générale. Nous, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Les démarches, les lignes, les ambitions, ça c'est autre chose, ce n'est pas une affaire de convictions. Mais nos convictions républicaines, nos convictions des démocrates, nos convictions que nous devons nous battre pour sauver ces pays, sauvegarder les acquis de la Constitution, nous battre contre la dictature rampante qui est en train de s'installer, demeurent les mêmes. Donc, je suis là où je dois être. Merci bien. Vous êtes là où vous devez être et nous, on est contents de vous avoir aujourd'hui en face de nous et devant notre public qui attend cette émission avec impatience. Je voudrais vous ramener d'abord dans votre qualité d'avocat, défenseur des consommateurs lésés. On voit la situation qu'il y a au Kenya. Des manifestations qui ont débouché sur... qui ont produit des conséquences là-bas. Il y a eu des arrestations, des blessés, des morts. La population s'est soulevée parce que, ne supportant pas les nouvelles taxes imposées par le gouvernement. Je voudrais d'abord savoir ce que vous pensez de ce qui se passe dans ce pays. Ensuite, on reviendra parce qu'on vous a vu, vous aussi, vent debout ici, contre la taxe RAM.
Il a été suspendu, de ce qu'on sait. Mais Non, jamais les consommateurs, les aides n'ont été remboursés. Elle n'était même pas suspendue. Ouais. Nous avions initié, intenté une action contre les entreprises de télécommunications pour qu'elles arrêtent de procéder à ces prélèvements qui n'avaient aucun soubassement légal. Ouais. RAM n'avait aucun soubassement légal. C'était un prélèvement, une extorsion, carrément. Et via les entreprises de télécommunications. Et en ce moment-là, même les greffiers qui étaient partis notifier cette sommation a été emprisonné. Nous nous sommes mobilisés pour le faire sortir de la prison. Et dans l'intervalle, à cause du scandale, à cause de notre réaction, ils ont suspendu ils ont arrêté le prélèvement. L'autre question s'est posée du remboursement. Nous avons assigné en justice, au nom des citoyens congolais qui le voulaient, qui vont constituer comme avocats, pour la restitution des sommes indues. Le tribunal des commerces ne voulait pas enrôler l'affaire. L'action était dirigée contre les télécoms ou contre l'État congolais. L'action a été dirigée contre les télécoms qui ont appelé l'État congolais en garantie. Mais pour que l'action soit d'abord enrôlée pour aller notifier les assignations, les greffes du tribunal des commerces s'est défaussé. Il a fallu que mes clients fassent un sit-in bruyant devant le tribunal de commerce pour qu'enfin l'affaire soit enrôlée. Quand l'affaire a été enrôlée, les entreprises de télécommunications ont appelé la République démocratique du Congo en garantie. Et bon, comme je suis avocat, j'ai des réserves sur les motivations. On en est où? La décision du tribunal des commerces, mais la motivation était tellement inacceptable que nous sommes allés en appel. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel pour laquelle nous relancerons en temps voulu pour que les dossiers soient fixés. Mais RAM était ponctionné sur le compte de chaque utilisateur. Comment expliquer qu'il y avait une si faible mobilisation? Les gens râlaient sur les réseaux sociaux, mais jamais quand il fallait marcher. J'en ai un jour, c'est pourquoi je l'ai dénoncé, ça c'est la passivité des citoyens congolais. Moi qui vous parle, si je n'avais pas pris les risques, moi et les jeunes qui m'ont constitué, RAM serait encore en cours. Ça, il faut le dire. Il n'y a personne qui s'est levé pour attaquer RAM. Il y avait beaucoup qui pleuraient, ça c'est sûr. Beaucoup qui, une fois je me rappelle même, avec les CLC, nous avons organisé une marche à ce sujet. Et contre RAM, et sur les poissons namibiens. Oui. Autant vous voyez des likes, des retweets sur Twitter. Mais quand il s'agit d'être dans la rue, il n'y a personne. Et ça me rappelle, il y a vraiment un problème. Permettez-moi d'ouvrir une brèche. Allez-y, s'il vous plaît. Vous voyez la différence avec le Kenya? Là, ce sont des citoyens. Dans notre pays, nous avons des habitants d'un pays et très peu de citoyens. Où il y a alors une catégorie de Congolais qui pensent qu'eux sont là pour se plaindre, mais c'est aux autres. Quand il s'agit des actions de terrain, c'est aux autres. C'est comme s'il existe une sous-catégorie de citoyens qu'ils pensent même payer. Il y a des jours, vous lisez dans les réseaux sociaux, quelqu'un se plaint d'une injustice, un autre tranquillement dit, mais Maître Hervé, vous devriez vous en occuper. Comme s'il va payer mes honoraires. Parce qu'on sait généralement comme que vous vous occupez, vous êtes avocat prodé, comme on dirait. Oui, mais Louis, dans ces cas, qu'est-ce qui l'empêche de dire, ok, nous on va se cotiser pour payer les honoraires. Voilà. Non, il n'y pense pas. Donc il est là entre deux verres de bière, il râle et puis il dit, oui mais vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu dans la rue? Il y a même qui viennent inbox. Ah mais maître, vous devriez faire ça. Je dis, mais vous, quand nous étions tel jour, vous dites que vous devriez faire ça, mais nous avons organisé 3 manifs contre RAM. Vous n'y étiez pas. Vous n'êtes jamais. On a encore un problème de conscience. Oui, nous avons un problème d'abord qu'il y a des consciences et je pense aussi d'absence de prise de responsabilité. Vous voyez, les gens n'aiment pas assumer les risques que cela comporte. C'est les risques de l'impopularité, c'est les risques de la répression, c'est les risques éventuellement d'affronter des puissants.
Voyez-vous? Et tout ça, en fait, les gens veulent tout et le contraire. Que les choses s'améliorent, mais qu'eux ne prennent pas On les ne risques. fait rien pour que ça s'améliore. Exactement. Vous voyez quelqu'un qui vous écrit depuis l'Europe. Ah, la super catégorie. Et oui, de nos compatriotes. Les arbitres, vous les appelez arbitres. Vraiment, oui, bah, ils n'ont que les cartons jaunes et cartons. Non, ça, vous n'auriez pas dû. D'ailleurs, vous ne devriez pas être dans l'opposition, dans les porte-paroles là, parce que vous êtes en train comment dire, de légitimer les régimes. Alors, on fait quoi dans l'entretemps? Appliquer l'article 64, oui, mais quoi? En quoi faisant? Oui. Et vous êtes où pour l'appliquer avec nous? Bon, ils vont manifester devant les ambassades. Oui, mais qu'ils les fassent au moins. Ouais. Qu'ils les fassent. Donc, en fait, c'est ça le problème avec nous, les Congolais. Nous avons... Mais j'ai béni Dieu alors pour la poignée. C'est un peu comme dans la Bible, je crois. J'ai fait un peu peut-être comme le prophète Élie. J'ai dit, mais je me sens tellement seul. Dans ce cas, prends-moi. Parce que je ne vois pas qui combat pour ta cause. Et puis Dieu lui dit, non, calme-toi. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les balles. Dieu soit loué, il y a des compatriotes. Les jeunes qui m'ont constitué comme leur avocat dans RAM, non seulement m'ont constitué comme leur avocat, mais ils n'ont pas reculé. Ils sont partis devant les tribunaux des commerces, ils ont manifesté, ils ont vu le président de la juridiction qui était obligé de dire au greffe d'enrôler l'affaire. Mais comment expliquer cette timidité? Il y a eu un temps où l'opposition arrivait à faire déferler des grappes humaines dans les rues. Parce que d'abord, les gens croient que c'est le boulot de l'opposition. Non. L'opposition est une force politique qui a pour but de conquérir le pouvoir. L'opposition, comme les partis au pouvoir, sont des partis politiques. On a créé les partis politiques pour conquérir le pouvoir. L'exercice des revendications citoyennes peuvent être de l'apanage de l'opposition dans la mesure où ils démontrent en quoi ils auraient mieux fait que ceux qui sont en place. Mais c'est le rôle de tout citoyen chaque jour. C'est là où j'ai dit, la culture de se comporter en citoyen, la culture de croire que chacun de nous peut réclamer des comptes aux dirigeants, nous ne l'avons pas. Et donc les gens pleurent et disent, ah oui, mais vous, l'opposition... Mais il faut qu'il y ait quand même des gens qui prennent le lead, maître... Mais la société civile, j'y étais, je viens de vous citer les cas pour RAM. On a vu avec le CLC, ça ne décollait pas. Non, nous avons pris... Les gens ont confiance au pouvoir, ils ne pensent pas qu'ils lui accordent encore le bénéfice des doutes. Comment expliquer ça? Là, ils ont peur de se retrouver sous le Il y a aussi le fait que... Mais ça, c'était plus lors de 2018-2019. Le fait d'avoir eu Félix Tshisekedi, qui venait de l'opposition, a quand même fait que beaucoup voulaient lui accorder beaucoup de chance. Et donc, toutes les manifestations, même par exemple pour les rétrocommissions, ce qui va donner lieu aux 100 jours, les gens me disaient, mais comment vous pouvez manifester contre Félix Tshisekedi, qui est pourtant issu du même combat, sans lui laisser la chance, il n'y a même pas fait une année, etc. On dit, mais si vous ne commencez pas à manifester maintenant, les choses iront de mal en pis. Ça, c'est un fait. La deuxième chose aussi, manifester, qui est un droit constitutionnel, fait toujours l'objet des répressions et des restrictions. Tous les gouverneurs, Ngobila a été un des gouverneurs des tristes mémoires en matière d'organisation des manifestations. Vous avez un pouvoir hypocrite qui prétend que l'opposition est ARPT. Mais dès qu'il y a une manifestation d'opposition, directement il prépare des contre-manifestations. Vous vous rappelez la manifestation de mai 2023 qui devrait se tenir au rond-point Gaba? Oui. Où il y avait Moïse Katumbi, Denis Sanga... Les leaders de l'opposition qui étaient là. Ouais. L'opposition dit qu'il y a pété. Vous avez vu la répression? Les enfants qu'on a traînés par terre? Oui, cette image a fait le tour du web. Des milices où on voit même des militaires avec des machettes. Vous vous rappelez de tout ça? Et des gens qu'on a commencé à agresser dans des coins et des cas de mort. Donc, il y a aussi, c'est humain. Même moi, je n'aime pas me faire tabasser ou recevoir des lacrymogènes. Qu'est-ce que vous croyez? À combien plus forte raison faire loger des balles réelles dans mon corps? Personne n'aime, ok? Donc, on n'est pas kamikaze. Mais c'est dangereux dans un pays. C'est dangereux parce que si les citoyens ne prennent pas les risques de manifester,
Et le pouvoir croit qu'en étouffant les manifestations, il a étouffé les problèmes. Il rend simplement inévitable une insurrection populaire qui débouche toujours sur des pillages ou alors une révolution armée. À force d'accumuler des frustrations. Ouais. L'agressivité l'emporte et du coup, résultat des courses, les voies pacifiques se taisent. Mais les problèmes demeurent. Absolument. Et donc, moi, j'encourage plutôt que nos concitoyens quittent cette culture d'arbitre. J'ai déjà vu je vous cite un cas qui dit, alors il s'agissait de je ne sais plus quelle histoire. Je lui dis, il dit, mais maître, vous auriez dû faire. Je dis, pourquoi? Pourquoi seulement moi? Ah, moi, je ne suis pas avocat, vous pouvez en prendre un. Et puis, en tant que citoyen congolais, vous pouvez vous-même aussi assigner en justice et réclamer ses droits. Je crois qu'il était en train de dire qu'on venait de restaurer RAM sous une autre forme. Oui. Et voilà. Et il vient vers moi. Je dis, non, mais monsieur, qui vous avait dit que moi j'ai été appointé par la République pour être l'avocat permanent des causes quand on vous appelle dans la rue, vous êtes tranquille derrière votre ordinateur ou entre deux verres et en train de dire même « Ah, Salim Piaka, vous n'étiez pas si nombreux. » Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas cette gens. Avez-vous les nouvelles de Gloria Senga? Non. Je pense que sur tous les plateaux où je pars, je ne fais que dénoncer le fait qu'encore aujourd'hui, nous en soyons à réclamer non seulement la libération, mais même de savoir où elle se trouve. Sa mère a pu la rencontrer, il racontait dans une vidéo qu'elle est détenue au niveau de l'ANR, qu'elle avait des pieds gonflés, une vidéo qui date de 2 semaines maintenant. Mais c'est ce jour-là qu'elle l'a vue là. Dans l'entretemps, elle peut être n'importe où. Parce que c'est ça le système de détention secrète. Et en plus, je sais qu'elle n'a pas eu la latitude de lui parler qu'en tête à tête. Vous vous rendez compte dans quel pays nous sommes en train de vivre? Où, dès lors qu'un citoyen est privé de sa liberté, après 48 heures, cette personne doit être déférée devant les magistrats compétents, qui doivent statuer sur sa remise en liberté ou pas. Même les parquets, s'il estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, n'a que 5 jours pour garder une personne en détention sous mandat d'arrêt provisoire. Après cela, il faut tous aller devant les juges en chambre du conseil, soit pour statuer sur la liberté provisoire, ou soit sur une ordonnance de mise en détention préventive. Donc c'est ça la loi de ces pays. Donc c'est de l'arbitraire, et ce que nos gens oublient, c'est ce que nous avons reproché à l'ancien régime. Une détention illégale et une détention secrète, c'est puni par les conventions internationales. Ça procède de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et ça peut être poursuivable n'importe où sur le territoire international. Et les immunités diplomatiques ne comptent pas. Un jour, ceux qui sont en train de faire à Gloria Senga, ils en rendront compte. On espère qu'elle est bien traitée là-bas, qu'elle mange 3 fois. Ce n'est pas sa place. C'est pas la Yenda nous le disait. En tout cas, sa place, c'est à la maison. Parce que tout ce qu'elle a fait, c'est inviter la population à se révolter contre la vie chère. Ou alors qu'on nous dise qu'est-ce qu'on lui reproche, c'est dans quel code pénal, et qu'elle soit jugée. Le ministre Moutamba est en tournée d'inspection. Il a été notamment là, au CPRK, là-bas où il y a autour de 15 000 détenus maintenant. Depuis qu'il est arrivé, sentez-vous que les choses bougent? On va parler de ce pourquoi vous êtes là. Mais il est important qu'on vous pose également ces questions d'actu. Bien entendu. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de discours et de... comment dire, pour rester poli? Pour rester poli. Un peu plus du matu vu que du concret. Mais, au moins... s'il met le doigt dans la plaie, c'est une bonne chose. Je l'ai vu à l'inspection provinciale de la police, je crois, pour regarder les lieux de détention et des gens. Ça, c'est très bien. Là où on les met en garde à vue, ce sont des conditions totalement inhumaines. C'est des lieux exigus.
On respire à peine, l'odeur est fétide et on fait des besoins à l'intérieur. C'est inhumain, c'est dégradant. Donc, si il tire les conséquences, ça va. Mais moi, là où je m'aimerais le voir immédiatement, oui. mais c'est justement dans les lieux de détention secrète de l'ANER, dans les lieux de détention secrète de DEMIAP. Je lui donne quelques adresses. 3 Zoulous, derrière la primature. Il peut y aller même tout de suite. Je lui donne encore une autre adresse. Le siège même de l'ANER, à l'étage, là où on les arrête. Je lui donne encore l'adresse des MIAP, c'est à Kitambo. Hein, c'est juste la prolongation de la voie ferrée parallèle à la... Il connaît. Je lui donne une autre adresse encore, Kantiachi, dans les prisons, les cachots au sous-sol, où on arrête les gens. Il peut aussi aller à Matadi, au camp Redjaf, dans toutes les régions militaires. Donc il peut à Mbanzangougou, au camp colonel Ebeya. Donc c'est là la zone du non-droit, la zone des détentions secrètes. Qu'il aille d'abord là-bas et qu'il dise que ça ne peut pas se faire. Aucun service de renseignement, n'a le droit de priver quelqu'un de sa liberté au-delà des 48 heures quand ils ont des OPJ. Et après, ces gens doivent être déférés au parquet. 2, de leur priver du droit de visite, surtout du droit à l'avocat. Et ça, je peux même vous lire, c'est l'article 19 de la Constitution, de cette Constitution dont nous parlerons, oui, pour voir quelles sont ces évolutions. Hein. C'est un article, je peux même vous lire les 4 paragraphes, c'est toujours important. Allez-y s'il vous plaît, c'est important, l'émission a également ce caractère pédagogique. Le premier paragraphe de l'article 19 dit « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Donc, si vous êtes un civil, vous ne devez pas être allé juger auprès d'un militaire ou d'un juge que vous ne connaissez pas. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Donc, vous ne pouvez pas rester des années et des années en détention sans que vous n'ayez été jugé, ou des mois et des mois. Et on ne sait pas pourquoi. Pour raison d'enquête, non. Le droit de la défense est organisé et garanti. Ça implique toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. On va ajouter cette clause. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. C'est que ces gens refusent systématiquement, en violation manifeste de la Constitution, au nom de la sécurité, alors que la Constitution est au-dessus de tout le monde. Voilà l'article 10. Je ne sais même pas si vous saviez que cette disposition existait dans la Constitution. Cette Constitution qu'on veut changer aujourd'hui. Merci de nous l'avoir rappelé, maître. Petite annonce pour Thierry Mokele-Kele, intervenant permanent de votre émission qui est souffrant. On vous l'a dit depuis 2 semaines maintenant, Thierry a besoin de notre aide. Il a besoin de votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas de contacter le numéro qui est là affiché. Il y a 1 semaine, nous avions relayé ici sa vidéo d'appel à l'aide, vidéo SOS. Il est malade, il a besoin de nous, de notre aide. N'attendons pas qu'on aille au cinquantenaire là-bas avec des grosses voitures pour montrer comment on l'aime. C'est maintenant, c'est le moment. Comment se porte Ensemble pour la République? Ensemble pour la République se porte plutôt pas mal. On connaît quelques zones de turbulence, oui, qui sont inhérentes d'ailleurs au fait que nous revenons d'une campagne électorale qui a été violente à notre égard. Nous avons perdu des membres du parti. Nous avons eu des militantes violentées, déshabillées, humiliées. Nous avons eu la campagne du président faisant l'objet d'agressions armées ou d'interdiction de survol de descente, surtout au Kasaï. D'agressions armées notamment à Mwanda. À Mwanda, oui. Oui, qui aussi
dans le Maniema. Donc, et on a fait l'objet d'un braquage électoral de haut niveau. Donc, c'est normal que nous en soyons sortis avec beaucoup de blessures. On a vu le président recevoir Francis Kalombo après la brouille qu'il y a eu avec le secrétaire général. Là aussi, les polémistes n'ont pas manqué l'occasion. Vous vous rappelez que c'était sur votre plateau ici où oui. je vous avais parlé un peu de la première fois où j'ai entendu le nom de Dieudonné Boulengue-Tengue, comme ce que mon père disait de lui. Donc j'avais estimé qu'on peut avoir des bruits, des disputes, de lectures différentes, des perceptions. Les respects mutuels doivent demeurer. Et oui, alors Francis Kalombo a vu les présidents, il a vu, et puis après, la vie continue. Donc ce qui est important, je crois, c'est la vie institutionnelle. On dit, mais ça, c'est pas une prime à l'indiscipline, à l'insolence ou quoi que ce soit. Je ne trouve pas, parce qu'aucune des décisions prises par Dieudonné Boulengue-Tengue n'a été levée. Dieudonné Boulengue-Tengue a créé des points focaux dans la ville de Kinshasa. Et donc, pour le moment, sur ce point-là, Francis Kalombo est déchargé de ses obligations. Donc, il continue à exercer sa mission de porte-parole adjoint du président. Mais en même temps, c'est normal que le président veille à la bonne entente. La question n'est pas d'humilier Francis non plus. Okay. On y gagne quoi? Il est aussi un membre de l'ensemble, mais la question n'est pas non plus de vider les décisions du secrétaire général de leur valeur, mais de trouver. Je vais dire aussi que la manière dont Francis Kalombo a été déchargé de ses obligations était très cavalière. Donc, jusqu'à sa réaction initiale, quand il a relevé les caractères cavaliers, mais s'est incliné du fait que c'est la hiérarchie des partis, ça allait. Et puis après, il a tenu une conférence de presse où vraiment, lui aussi est allé dans l'autre sens. Là, ça n'allait pas. Il y avait à reprocher des parts et d'autres. Oui, il y avait à reprocher. Donc après, quel est l'avantage? C'est qu'on reste à couteau tiré ou bien qu'on se réconcilie et qu'on respecte chacun à ses attributions? Vous avez des candidats au bureau du Sénat? Nous avons droit au bureau du Sénat. Ouais. Et donc, en temps utile, vous le saurez. Vous comprendrez qu'il faut laisser peut-être la primeur et au candidat ou la candidate et au Sénat. Ce serait Salomon ou quelqu'un d'autre? Vous le saurez en temps utile. Il est sénateur, on a d'autres sénateurs. Les gens se sont indignés quand ils l'ont vu débarquer à son retour des soins à l'Assemblée nationale avec une foule qui chantait à sa gloire. On dit qu'on ne reconnaît pas ces institutions, qu'on ne reconnaît pas l'élection de Félix, la réélection de Félix. Mais quand c'est son tour, on se donne un spectacle. Non, il y a peut-être deux choses à dire. Le fait d'être sénateur, ce n'est pas dû à Félix. Il a été élu au Katanga, là, par notre propre électorat. Oui. Députés provinciaux. Où est le problème? Sénateur de ce même cycle électoral que vous avez. De son pays. Il est sénateur de son pays, dans un cycle électoral chaotique. Décrié par vous. Ouais. Oui, bien entendu. Et nous continuons à les décrier. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous contredisez pas, Maître Diakessé? Ok, posons le principe. C'est ça, en fait, on essaie de nous mettre dans ce qu'on appelle en logique un dilemme. Les élections ont été chaotiques. Vous y avez sauvé et donc il y a quand même des rescapés dans cette situation-là. Mais le fait pour vous d'entrer dans les institutions de votre pays, on oublie souvent, les institutions n'appartiennent pas à Félix Tshisekedi ou à sa famille politique. Ces institutions nous appartiennent. Et le fait d'y entrer, c'est légitimer Félix Tshisekedi. Et souvent, ceux qui nous le disent, notamment nos amis des CIDE, oui, se retrouvent en situation d'incohérence par rapport à leur propre prise de position. Nous tous, nous avions soutenu Martin Fayulu en 2018. Martin Fayulu était élu. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lui ont damé les pions. OK? Martin Fayulu était aussi élu député national. Dans la Lukunga? Oui, il a renoncé. Mais il a laissé sa suppléante siéger. Plus. Qui nous a quittés, malheureusement. Oui, avant la fin de la législature. Paix à son âme. Ouais. Ados Dombassi était aussi un élu décidé. C'est Jean-Barry ou Jean-Baptiste Kassé? Jean-Baptiste Kassé quoi? C'est aussi un élu décidé. Mais ils ont siégé sous quelle législature?
Alors, vous allez me dire qu'eux ne reconnaissaient plus Martin Fayulu comme président élu. Ils sont incohérents. Il s'agit des mandats électifs. C'est différent si ils étaient nommés par Félix Tshisekedi. C'est leur base qui leur a donné la représentation. La représentation est un acte de souveraineté. On dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais le peuple l'exerce comment? Notamment par voie de ses représentants. Nous exerçons un acte de souveraineté. Donc il ne faut pas nous faire entrer dans des raisonnements d'apothicaires pour créer des faux dilemmes. Ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Nous sommes pragmatiques. Ce que nous exerçons, ce sont nos droits dans les institutions de notre pays. Nous ne partons pas siéger dans les assemblées de l'UDPS. Mais ces institutions sont l'émanation d'un processus électoral que vous avez eu à décrier. Oui, et que nous continuerons à décrier. Mais alors, ça nous empêche d'être dans l'exercice de nos droits? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors vous reconnaissez que vous avez perdu, c'est ça? Non, nous reconnaissons la question du porte-parole de l'opposition. Non, on va y arriver. Nous reconnaissons qu'on nous a volé nos voix. Okay? Nous reconnaissons qu'on nous a volé nos voix. Et maintenant, ce régime qui est là est un régime receleur de nos voix. Maintenant, de deux choses l'une. Ou nous sommes républicains ou nous ne le sommes pas. Si nous sommes républicains, l'autre problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas été en mesure d'imposer nos voix. Mais pour imposer nos voix, nous avions 2 ou 3 petites possibilités. La première possibilité, c'est l'insurrection populaire. Avec son risque de morts, des dégâts, etc. Moïse Katumbi a refusé. La deuxième possibilité, c'est de prendre les armes. Moïse Katumbi a refusé. La troisième possibilité, c'est de dire, bon, on se lave les mains, tout ce qui va se passer dans ces pays ne nous concerne pas, débrouillez-vous, vous êtes des tricheurs, on vous laisse tout, et ce que vous avez pris, et ce que vous n'avez pas pu prendre. Nous nous étions réunis là-dessus, vous vous rappelez? Nous avions pris 2 cas d'exemple. Le premier cas, c'est de dire, ce n'est pas parce que quelqu'un nous a volé $1000, nous le poursuivions en cours de route, il fait tomber 300, nous allons abandonner nos 300 en attendant de récupérer les 700 autres. Les 300 nous appartiennent, c'est ça, nos voix, nos sièges, il s'agit des mandats électifs. La deuxième chose aussi, celle-là venait d'ailleurs de débat que nous avions eu avec Moïse Katumbi, quand je préparais le texte que nous lirions justement, que nous devrions adopter sur les prises de position. Moïse Katumbi a dit, c'est comme les 2 femmes qui vont chez le roi Salomon en réclamant le bébé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous dire, comme nos droits n'ont pas été respectés, quoi qu'il en soit, que le sang coule s'il doit couler, mais nous avançons. Qu'est-ce que la maman du bébé a dit? Je préfère que cet enfant reste entre des mains d'une mère indigne, mais qu'il soit en vie. C'est ça notre pays, c'est ça notre démocratie. Plutôt qu'on le découpe et que nous régnions sur une partie, mais d'un enfant mort. C'était des choix très difficiles, voyez-vous. Mais ceux qui nous jugent, ils ont aussi le droit de nous juger. Mais nous leur demandons, vous proposez quoi? Vous prenez les armes? Vous boycottez un boudin. Et puis après, on fait quoi? On dit que vous avez un deal avec le pouvoir. Oui. Lequel? Qui a fait passer votre candidat à l'Assemblée nationale. Et très probablement, c'est lui que vous allez aligner pour le Sénat. Je rigole beaucoup. S'il y a quelqu'un qui fait peur à ce régime comme Moïse Katumbi, il n'existe pas. Celui dont on perturbe les mouvements. C'est notre parti qui a des gens en prison aujourd'hui. L'honorable Mike Moukebaye. Il y a encore pas longtemps, Daniel Safou était en clandestinité. Il est en semi-clandestinité. Salomon Kalondadela est en liberté provisoire. Vous parlez de quel deal? Recommençons un peu. Moïse Katumbi, s'il y a bien quelqu'un qui s'est consacré pour qu'il y ait l'alternance dans ce pays, c'est Moïse Katumbi. Pendant que Moïse Katumbi s'est battu là, 3e faux pénalty, exil, réunification de l'opposition, l'UDPS était en train de dealer avec Joseph Kabila. Donc s'il y a des gens qui sont habitués au deal, on les connaît. Et ce n'est pas nous. Qu'est-ce que la majorité gagne en échange des voix qu'elle vous donne pour vos candidats au bureau définitif? Alors, maintenant, vous voulez parler des élections qui ont eu lieu à... Oui. Nous n'avions fait aucun deal. Ce qui s'est passé est très simple.
Madame, d'ailleurs la preuve que ce n'était pas un deal. Vous saviez que le pouvoir avait aligné aussi un candidat contre Madame Inamizi. Constant Mutamba, oui. Oui, la seule personne élue contradictoirement dans tous les bureaux, c'est Madame Inamizi. Les autres n'avaient pas de... En échange de quoi? Non, non, non. Parce qu'elle a été élue par la même majorité. Non, non, mais justement, je viens. Oui. Déjà, ça vous prouve qu'il n'y a pas de deal. Tous ceux qui sont élus... À tout dépend aussi. Mais vous ne me laissez Tu sais pas... s'il y avait une consigne Laissez-moi donnée. terminer Allez-y. mon raisonnement. Oui. En dehors de Madame Inamizi, ici j'ai mis des faits. Tous les autres candidats du bureau étaient candidats uniques. On est d'accord là-dessus. Tous, sans exception. C'était des candidats uniques. Ils n'avaient pas d'adversaire. Sauf Madame Inamizi. C'est déjà la preuve qu'il n'y a pas d'idée. Maintenant, vous me demandez, mais alors comment est-ce possible, dans une assemblée où il y a cette majorité pro-pouvoir, Madame Inamizi a pu être élue? Parce qu'elle a fait une campagne électorale. Parce que quand même, à un moment donné, même dans leur famille politique, dans l'Union sacrée, les gens reviennent à un sens républicain. Ils savent que ce poste ici est dévolu à l'opposition. Cette dame émane de l'opposition. Et notre propre régime nous fabrique un opposant des circonstances. L'écart de voix, c'était 17 ou 37, je ne sais plus. Mais très, très infime. Donc, vous ne pouvez pas parler d'un deal là-bas. Les postes-là, dévolus à l'opposition, ce n'est pas la première fois. Oui. Donc, ce n'est quelle pas, exception ce cette n'est fois? pas le régime, tu sais, qui a créé... Pourquoi on sent cet empressement Non, dans votre chef? Progressons. Oui. Il faut vraiment lever et laver les équivoques. Les postes dévolus à l'opposition dans les bureaux ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ce n'est pas une création du régime Tshisekedi. Ces postes ont toujours été dévolus par tradition républicaine depuis 2006. La preuve, l'UDPS y avait fait siéger Kombo Kissi en 2006. Vous vous rappelez, dans le bureau, je sais plus si c'était le bureau provisoire. Oui, oui. Non, le bureau définitif. Oui, Oui, justement. oui, ça devait être soit Kamere, après Bochab, etc. Ouais. Vous comprenez? Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé ici pour que vous parliez d'un livre. C'est une tradition républicaine. Ça, c'est en 2011. Au bureau Minako. Comme c'est Minako. Minako. Alors, non, je crois qu'en 2006, il devrait y avoir les MLC. Non. Sais plus. Non. Ah oui. Mais l'UDP, c'est en 2011. C'est en 2011 qu'ils ont participé aux élections. Ils ont boycotté. Ils ont fait, oui, c'est vrai. Alors, de mémoire, je ne sais plus, 2006, c'était d'abord Kamere, puis Kamere et Bochab. Je ne sais plus qui ont siégé pour le compte de l'opposition. OK? Et d'autres nous disent même que c'est le poste de porte-parole, parce qu'on y va, Oui. n'ont jamais été revendiqués avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous le voulons? Primo, en 2006, Jean-Pierre Bemba était appelé à être porte-parole de l'opposition, n'eût été le fait qu'il se soit exilé. Et il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre du MLC prenne ses postes. C'est tout. Il ne faut pas se compliquer. 2011, l'UDPS, Étienne Tshisekedi, se déclare président élu, prête serment, demande qu'on lui apporte, qu'on lui ramène Kabila ficelé, mais qu'on ne le tue pas, et interdit aux gens d'aller siéger à l'Assemblée. Badi Banga, Sami et un groupe de dissidents, le Kolela et consorts, sont partis siéger. Ils revendiquent le poste. Vital Kamerhe aussi de l'UNC qui dit ben non, nous sommes la force de l'opposition la plus représentative, a aussi revendiqué ces postes. Il ne faut pas refaire l'histoire comme ça. La seule chose, c'est qu'à partir de cette cacophonie, le pouvoir en a profité parce que le pouvoir n'aime pas avoir un porte-parole de l'opposition. Le pouvoir a bloqué. Nous sommes en 2018. Oui. Nous avions revendiqué, les katumbistes ont revendiqué le porte-parole là. Mais quand les FCC cache, implose, les katumbistes font alliance à l'Union sacrée. Oui. Donc, vous ne pouvez plus en ce moment-là revendiquer le porte-parole là. OK? Et nous nous retrouvons aujourd'hui en 2021. Nous le revendiquons parce que c'est notre droit, c'est constitutionnel. Et rien ne dit
que le porte-parole de l'opposition est forcément le meilleur perdant des élections. Non, du tout. La loi dit ceci. D'abord, la Constitution, en son article 8, consacre la sacralité de l'action de l'opposition. L'article 7 interdit clairement l'existence d'un parti unique, sinon c'est sous peine de haute trahison. Oui. Et vous savez que si vous avez un pouvoir qui est dans une situation de haute trahison, vous avez le droit de lui résister, y compris par voie armée. Donc, le pouvoir est tenu de mettre en place, de ne jamais créer un parti unique et de mettre en place le porte-parole à l'opposition. Une loi organique, donc une loi organique, c'est exactement comme la Constitution, a été promulguée en décembre 2007 par le président Joseph Kabila sur le fonctionnement du porte-parole. Cette loi dit notamment en son article 15 de mémoire que dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement, il faut la mise en place du porte-parole de l'opposition. Et en plus, pour que le porte-parole de l'opposition fonctionne, à côté de la loi organique, ils doivent élaborer un règlement intérieur. Ces règlements intérieurs, c'est une initiative parlementaire, mais uniquement au sein des députés et sénateurs s'étant déclarés être de l'opposition. Et comme nous sommes le groupe parlementaire qui a le plus grand nombre des députés de l'opposition ainsi qu'au Sénat, nous avons pris l'initiative via l'honorable Christian Mwando d'élaborer un projet de règlement intérieur. Et c'est ce projet-là que, par courtoisie républicaine, nous avons communiqué aux autres forces extra-parlementaires, mais reconnues comme étant de l'opposition, afin de pouvoir donner leurs idées, leurs amendements, pour voir comment nous pourrions, ensemble, fonctionner dans un cadre de concertation autour du porte-parole de l'opposition, qui peut être élu soit parmi les forces politiques au sein de l'opposition parlementaire, voire en dehors. Ça veut dire clairement, il peut ne pas être de la famille politique, de forces politiques. Mais quand on voit les chamailleries avec le camp de Fayoulou, d'Elie Sesanga qui s'y est mêlé aussi, on a comme l'impression que vous en faites désormais une question des vies ou des morts. Non, écoutez, c'est une tempête dans un verre d'eau. Des fois, il y a des expressions exagérées. Okay? Ce sont des personnalités que je respecte, de part et d'autre. Ils ont le droit de ne pas vouloir participer aux institutions. Déjà, sur les plans de fait, que ce soit les CIDE, que ce soit l'honorable Sesanga ou les autres, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de sénateurs. Ça, c'est déjà un fait. Et je veux vous dire une chose, comme je reste un responsable politique et républicain, je veux dire que la plupart de ceux qui ont fait ces communiqués-là voulaient bien être eux-mêmes des porte-parole de l'opposition. Ça ne sert à rien que je vous cite des noms. Je ne suis pas là pour la polémique. Martin Fayoulou, Delis Sesanga. Je dis juste que la plupart de ceux qui ont fait des communiqués-là... Et ceux qui s'opposent à la démarche. Ils voulaient eux-mêmes être des porte-parole. Okay? Ceci dit, on passe outre. S'il le voulait, pourquoi je vous dis, je vous ai déjà dit et je n'y reviens plus. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous les avons associés à ça. Moi, ce que je leur reproche, ce n'est pas le fait de refuser de participer à cette démarche. On est en démocratie, on ne peut pas contraindre quelqu'un qui ne veut pas à participer. C'est que j'ai trouvé quand même désolant, c'est le fait de répondre par communiqué à une correspondance qui vous a été transmise de manière secrète. Notre correspondance, vous ne l'avez même pas vue circuler dans les médias. Mais la réponse à notre correspondance, je trouve ça discourtois de la part des personnes qui sont appelées encore à se rencontrer. Vous nous reprochiez à opposition, voilà, vous partez toujours en ordre dispersé, vous ne parvenez pas à vous unir, etc., etc. Voilà que nous prenons une initiative qui vise à nous rassembler et on a des réponses ponctuées de condescendance, des mépris et d'accusations.
Il y a même des gens avec qui nous étions à Pretoria. Après, nous sommes revenus ici. Qui nous ont imputé des choses, qui nous ont accusés, qui nous ont méprisés, qui ont plus mené une campagne électorale contre nous, même pas pour eux-mêmes, ni contre le pouvoir qu'ils contestaient. Vous voyez, mais malgré ça, ça procède aussi de la manière de fonctionner de Moïse Katumbi. On a voulu jouer le rôle des rassembleurs et des républicains. Okay? On a eu ces réponses. Dont acte. Nous continuons, nous allons mettre les... Vous allez continuer sans eux. Mais écoutez, vous ne pouvez pas contraindre des gens. De toute façon, ça ne leur ôte pas les statuts d'opposants. Ça ne diminue pas en eux leur aura. Simplement, nous sommes dans une démarche institutionnelle qui est prévue par notre Constitution depuis 2006 et organisée par la loi depuis 2007. Donc, il n'y a ici rien de nouveau. C'est un mécanisme important dont nous connaissons la portée et qui jusque-là avait toujours été bloqué par tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui vous rassure que cette fois, c'est la bonne, le pouvoir va vous laisser? Rien du tout. Mais nous devons exercer nos droits. Voyez-vous, le problème, c'est que il ne faut pas faire... si nous sommes opposants ou nous créons des partis politiques, ce n'est pas pour être des leaders de l'opposition. Nous créons des partis politiques pour aspirer à diriger l'État. C'est ça, nous voulons conquérir le pouvoir. Et en essayant de diriger l'État, nous devons utiliser tous les mécanismes institutionnels et constitutionnels existants. À telle enseigne que même auprès des partenaires avec qui nous discutons, ils peuvent bien nous poser des questions avec raison, mais pourquoi en ayant les députés dont vous disposez, les sénateurs dont vous disposez, oui, et en participant aux institutions, vous n'avez pas mis en place un mécanisme qui n'appartient qu'à vous et qui n'appartient qu'à votre initiative. Le seul moment où le régime peut bloquer, c'est si les deux présidents des chambres ne convoquent pas les assises du sorte de, j'appelle ça un mini-congrès, en fait des députés et sénateurs des deux chambres déclarés être de l'opposition. Donc il faut qu'à un moment nous soyons cohérents. Soit nous sommes dans un boycott systématique et nous proposons quoi? L'insurrection? La lutte armée? Ce sont des choix que Ensemble pour la République a refusé. On dit, nous restons dans les institutions, nous combattrons au sein des institutions et nous porterons la voix de notre peuple. Et pour Ensemble, son candidat porte-parole, c'est indiscutablement Moïse Katumbi. Pas forcément. Nous appliquerons ce que la loi dit. Le porte-parole sera élu par les députés de l'opposition. Et les députés de l'opposition, il n'y a pas qu'Ensemble. Il y a aussi LGD qui s'est déclaré de l'opposition. Il y a aussi Nouvel Élan qui s'est déclaré de l'opposition. Et les sénateurs de l'opposition. Il sera élu par eux. Mais il sera élu soit au sein ou en dehors de... Il y a bien une hypocrisie bien entretenue dans les rangs de l'opposition. Non, il n'y a pas de l'hypocrisie. Ce sont les principes. Nous, on n'est pas dans les cultes de la personnalité. Parce qu'à un moment donné, certains ont dit, mais Matata a traversé. Mouzito n'est plus avec nous. Mais à un moment donné, on danse le même tango. Non, c'est ça. Non, nous, du côté d'Ensemble, on est très clair. Nous ne créons pas une plateforme. Nous désignons le porte-parole de l'opposition. Quand nous désignons le porte-parole de l'opposition, les règlements intérieurs de l'Assemblée comme du Sénat, ainsi que la loi portant statut de l'opposition, vous dit qui sont membres de l'opposition parlementaire. Ce n'est pas nous. Et la loi dit c'est ceux qui se sont déclarés ainsi après leur validation des mandats. Vous comprenez? Donc, nous n'allons pas avoir une sorte de carton rouge et de carton jaune pour déclarer qui est opposant et qui ne l'est pas. Et le porte-parole n'est pas le chef de l'ensemble de l'opposition. Non, en réalité, il n'est même pas un super président des autres partis de l'opposition. Mais il est la voix institutionnelle de l'opposition qui s'inscrit dans le cadre des institutions de la République. Et de ce fait, il va discuter avec toutes les forces de l'opposition, qu'elles soient parlementaires, institutionnelles ou extra-institutionnelles. On dit, le pouvoir tente d'obtenir le consensus de la classe politique
pour réaliser son projet de changement de la Constitution. Et pour ça, on a besoin Oui. de l'interface. Non, mais écoutez, je comprends. Et il se trouve que Oui. avec Ensemble, déjà, vous auriez fait des pas avec le régime. Écoutez, il y a un peu ce qu'on appelle la politique des cafés de comptoir. Ça veut dire, vous voyez, quand les gens se mettent un peu dans un coin, ils ont bu, Oui. et tous commencent à refaire le monde. Ok. La Constitution est une ligne rouge pour Ensemble pour la République. C'est même pas l'affaire du porte-parole là. Voyez-vous, le porte-parole là, par exemple, pour Moïse Katumbi, ne lui apporte rien de plus. En termes de quoi? D'échanges avec les partenaires internationaux. Moïse Katumbi, qu'il soit à Lubumbashi ou à Kashobwe, des ambassadeurs se déplacent pour les rencontrer. Je ne me vante pas, je ne cherche pas à faire du djalelo. Mais Il aura cette fois un statut officiel. je suis- Il y a un budget prévu Non, pour non, ça. non, je suis en train... Il aura rang de ministre d'État. Continuons. Oui. Je suis déjà en train de vous narrer les faits. Des fois, nous sommes obligés de descendre dans ce genre de considérations parce que malheureusement, certaines personnes nous amènent dans des raisonnements où il faut aller dans des évidences pour les ramener. Un, la considération internationale dont nous parlons. Okay? Aujourd'hui, Moïse Katumbi, en étant celui qu'il est là, déplace des ambassadeurs jusque dans son village à Kashobwe pour le rencontrer. Okay? Donc, ce qui veut dire que le porte-parole là, même s'il était dévolu à Moïse Katumbi, ne lui apporte pas quelque chose de plus en ce qui concerne la considération auprès des partenaires. Vous parlez du budget, vraiment. Jean-Pierre Kayembe. Mais si ça ne représentait rien, pourquoi vous y accrochez autant? Non, parce que... Ah ben voilà, donc c'est que ce n'est pas pour des motifs lucratifs. Je vous ai dit, ce sont nos droits institutionnels. Mais laissez-moi d'abord répondre à... Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Le gouverneur du Katanga, qui a été Moïse Katumbi, devrait percevoir, je crois, des sommes et gérer un budget largement supérieur à ce que gérait un porte-parole de l'opposition. Il ne percevait même pas son traitement de gouverneur à l'époque. Il avait dévolu à des œuvres sociales et notamment à la prise en charge des personnes avec handicap. Okay? Donc, c'est encore une fois un narratif un peu des bas étages qui malheureusement justifie pourquoi les gens font de la politique. Il y a moyen de se faire de l'argent dans la vie sans forcément faire de la politique. Il y a beaucoup de gens qui ont des poches garnies dans ces pays qui ne sont pas sur le terrain politique. Sauf si les gens viennent pour détourner les fruits de notre travail à tous au sein de l'État. Et ce n'est pas les porte-parole qui ne gèrent aucun budget ou qui n'a aucun département. Parce que le porte-parole n'est pas un ministre. On vous dit rang. Il a rang des ministres. Avec ou sans Fayoulou, c'est Sanga. C'est un rang protocolaire. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir des gardes-corps policiers. Mais même moi-même, vous, si vous vous sentez menacé, vous pouvez solliciter de la police d'avoir des gardes-corps. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut qu'on aille vraiment à l'essentiel. Le porte-parole là est un levier important qui a été prévu dans notre Constitution, justement pour permettre à l'opposition de jouer un rôle de contrôle, un rôle de porte-voix, un rôle républicain, pour qu'il ne soit pas étouffé. Parce que si l'opposition est étouffée, ce qui se passe, c'est que les revendications de la population vont se manifester par des voix incontrôlées qui risquent de basculer et même mettre les régimes... Vous pensez que c'est un canal idéal pour préparer 2028? D'abord, c'est notre droit. Avec ou sans ce canal, nous serons présents et peut-être 2028 est très, très loin. Nous ne sommes qu'en 2024. Et ceux qui disent que vous avez dealé avec le pouvoir? Ben, écoutez, ils racontent leur vie. Ils sont certainement, eux, dans la logique de ceux qui dealent avec le pouvoir. Parce qu'ils font exactement les jeux du pouvoir. C'est prêter de telles intentions en alignant autant d'incohérences démontre qu'en réalité, peut-être que ce sont eux qui dealent vraiment avec le pouvoir. Il n'y a aucune logique pour nous de dealer avec le pouvoir. Et pour vous, je comprends pour obtenir quoi? La Constitution, pour vous, c'est la ligne rouge. Oui, on ne va pas. C'est pas la première fois qu'il faut menacer. Non, parce que, écoutez, en fait, il y a deux choix aujourd'hui. Ouais. J'espère avoir avec vous suffisamment de temps pour dire pourquoi nous tenons à cette Constitution. Mais si nos amis considèrent
qu'ils ne vont pas modifier, mais ils vont changer des constitutions. Donc, nous entrons dans un autre régime. Alors, dans ces cas, les raisons pour lesquelles cette constitution avait été mise en place étant tombées, nous aussi, nous allons revendiquer désormais que la République démocratique du Congo va devenir un État confédéral. Une confédération signifie que l'État est constitué d'autres États souverains. Et il concède à l'État central uniquement la souveraineté internationale. Mais ils élisent leurs présidents, ils ont leurs institutions, ils ont leur police, ils peuvent céder ou concéder une monnaie commune, comme l'Union européenne, ils peuvent concéder une caisse de péréquation, là nous pourrons donner 10% à la caisse de péréquation, puisqu'il y aura une collaboration inter-État. Nous pouvons aussi concéder pour le fonctionnement du régime confédéral 10%, et tous les 80% de ressources, que ce soit de la MIBA, seront gérés au niveau du Kasaï. L'Équateur va gérer ses bois en toute indépendance. Le Katanga va gérer ses mines et collaborer avec le Congo central pour la question du barrage. Et pour la voie ferrée, on va collaborer avec une partie du Kasaï, les Maniema. On est là dans le schéma de la confédération. Bakata Katanga, c'est ça. Non, pourquoi? Mais pourquoi chaque fois on les dit, vous pensez qu'au Kasaï, au Katanga? Vous savez qu'au Kasaï aussi, il y a eu une sécession? Oui, il y a longtemps avec Moulopoué. Mais maintenant, le problème, le problème, c'est que les Katangais, certains ont toujours ces velléités sécessionnistes. Nous vous disons, la constitution que nous avons, pour si imparfaite qu'elle soit, n'y touchez pas. Vous continuez à dire, bon, maintenant on va la changer. Mais alors on la change parce qu'on va... Quelles étaient les raisons pour lesquelles cette constitution avait été prise? Si vous me laissez quelques temps, je vais les développer. Et pourquoi alors nous voulons entrer dans autre chose? Vous pensez que c'est une prise de définition pour stopper? Non, du tout. Non. Parce que si nous balayons cette constitution, donc les raisons pour lesquelles elle avait été... Quelles sont ces raisons, s'il vous plaît? Vous pouvez nous en énumérer quelques-unes. Écoutez, cette constitution, globalement, est un compromis sur 5 éléments. D'abord, c'est un compromis entre le présidentialisme et le parlementarisme. C'est un compromis entre le fédéralisme et l'unitarisme. C'est aussi la mise en place d'un état de droit et éviter de retourner à l'exercice armé du pouvoir. Et c'est un compromis pour la démocratie et la promotion citoyenne. D'abord, les compromis entre le présidentialisme et le parlementarisme. Si vous regardez, quand nous avons la loi fondamentale de 1960, le président de la République est élu par les 2 chambres. Joseph Kasavubu n'a pas été élu au suffrage universel. Or, la majorité parlementaire était détenue par Lumumba, donc, qui était Premier ministre. Donc, qui était le chef de file de la majorité parlementaire. Ce qui va faire que, quand le président de la République ne parvient plus à contrôler les parlements de son bouillant Premier ministre, et qu'il va le révoquer, le Premier ministre dit, mais c'est totalement illégal, c'est nous qui avons fait de vous président de la République avec notre majorité, moi aussi je vous révoque. Donc nous nous sommes retrouvés dans une situation bâtarde, totalement inadmissible, où on avait fait la copie conforme de la constitution belge, avec le président qui prend les prérogatives du roi. Le roi règne mais ne gouverne pas. Et une sorte de monarchie constitutionnelle où le pouvoir est détenu par les premiers ministres. Donc ça ne pouvait pas continuer. D'où les sécessions. En sachant qu'à cette époque, chaque province avait son président. Nous avons des présidents provinciaux avec leurs assemblées provinciales. Il ne faut pas croire que ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Nous venons de loin. Donc, c'est une expérience qui n'a pas marché. Pourquoi voulez-vous? Mais je vais revenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se retrouver à Loulouabourg pour préparer en 1964 le projet de constitution à soumettre au référendum.
où là, le président de la République va vraiment être élu au suffrage universel, on n'aura plus de Premier ministre. Et l'État est fédéral, avec des attributions précises. 60% des recettes appartiennent aux États fédérés, ok? 40% des recettes viennent au pouvoir central et avec des caisses de péréquation. Peu importe, mais donc, malheureusement, la Constitution de Louabourg ne va pas entrer en vigueur parce qu'il y aura le coup d'État de 1965 du général Mobutu Sese Seko qui va instaurer un régime présidentialiste. C'est-à-dire qu'il va étouffer les voix parlementaires. Et d'abord, on commence avec un premier ministre militaire, le général Moulamba. Après, il n'y aura vraiment plus de premier ministre du tout. On va aller jusqu'au impair parti-État. Et ce régime va se caractériser par l'étouffement des voix parlementaires, dans les cas des 13 parlementaires. C'était dans le régime parti-État. Donc, au début, le régime avait donné une primauté au parlementarisme. Le parlementarisme n'a pas pu tenir face au présidentialisme. Maintenant, c'est le présidentialisme qui va l'étouffer. Jusqu'au 24 avril 1990, le maréchal Mobutu prend congé du impair. On crée un acte constitutionnel de la transition qui fait émerger le Haut Conseil Parlement de transition, qui sera l'émanation. C'était un compromis, ce n'était pas des gens élus. Mais on dit cette fois-ci, nous rentrons dans les bicéphalismes. Deux têtes à l'exécutif. Le président de la République, mais qui cohabite avec un premier ministre qui vient d'une famille politique autre que celle du chef de l'État. Ok? C'est là où on avait roulé l'UDPS, etc. Parce que l'UDPS disait que c'est eux l'opposition. Mobutu dit oui, mais il n'y a pas que vous, il y a d'autres. Oui. Voilà. Mais bref, vous voyez déjà cette histoire de réduction du pouvoir du président de la République en mettant un premier ministre qui rend compte à l'Assemblée pour que le président ne soit pas super puissant. Le gouvernement doit être contrôlé. Et si le gouvernement ne travaille pas bien, l'Assemblée peut renverser les premiers ministres et tous les gouvernements, ou l'Assemblée peut, par une motion de défiance, faire sanctionner un ministre qui perd ses fonctions. Vient l'AFDEL, qui crée aussi sa constitution, où vous avez l'hyper-présidentialisme avec Mouzé, une succession même des pères en fils au pouvoir. Donc ça, c'est la révolution et tout ce qui s'ensuit. Guerre, rébellion, division du pays. Donc cette constitution, on va à Sun City. C'est là où on va créer d'abord la constitution des belligérants. Voilà, tous ces menteurs qui viennent raconter l'histoire. On appelle la constitution de la transition. Oui, la constitution de la transition 1+4, qui était les meilleurs compromis politiques globaux qui soient. Donc, le pouvoir va être partagé au sommet de l'État par l'espace présidentiel. Un président, 4 vice-présidents issus des composantes et entités. Mais nous allons avoir un Sénat, nous allons avoir une Assemblée nationale pour travailler pendant la transition, qui vont contrôler les ministres. Et ils ont fait sauter des ministres à cette époque. Mais le Sénat doit élaborer un projet de constitution qui sera soumis au référendum. Il y a eu des équipes qui ont circulé à travers les pays et les gens ont donné leurs idées sur la forme de l'État, sur tout ce qu'il fallait. Et on est parti au référendum pour avoir cette constitution. Donc, qui dit que nous rentrons au compromis initial. Le président de la République est élu et issu du suffrage universel, mais le Premier ministre doit être avalisé par l'Assemblée nationale, des élus du peuple, pour entrer en fonction et être investi. Et on ne veut pas un président qui nomme les ministres qui ne rendent pas compte au peuple. D'où la possibilité de faire des motions de défiance, des motions de censure. Donc nous nous retrouvons ici dans un régime où on peut parler de parlementarisme rationalisé ou un régime de collaboration du pouvoir. Le président ne peut pas être renversé par le Parlement, mais le Premier ministre peut l'être. Le président peut dissoudre le Parlement en cas de crise permanente, mais pas dans la première année de l'exercice de ses mandats.
et on crée un bicaméralisme. Le Sénat existe et il y a l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le compromis entre le présidentialisme et le fédéralisme. Et les parlementarismes. L'autre compromis, c'est entre les fédéralistes et les unitaristes. Ce compromis ne sera pas respecté par les unitaristes. Les provinces sont autonomes, ont leur propre assemblée, peuvent élaborer leur propre loi qu'on appelle des édits, peuvent élaborer leur propre budget, peuvent élire leurs gouverneurs, élisent même des sénateurs et investissent leur gouvernement provincial. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, pour les ressources de la province sont retenues à la source. Ça n'a jamais été respecté. La rétrocession n'existe pas dans la Constitution. Oui. C'est la retenue, la retenue à la source. Les provinces devraient retenir à la source 40% des recettes nationales et donner 10% à la caisse de péréquation et 50% au pouvoir central. Ça n'a jamais été respecté. Vous voyez, je vous parle de compromis essentiels parce que nous sommes revenus d'une guerre. Oui. Et aujourd'hui, tout ça n'est pas respecté. Les gouverneurs sont davantage de succursales prébandières pour l'exploitation des ressources de chaque province, pour des groupes de Quinois et du pouvoir, des membres de leur famille et du cabinet du chef de l'État qui se tapent des missions dans des provinces minières pour en réalité gérer à distance les ressources des provinces. Ça, ce n'était pas dans l'esprit de la Constitution. Et la retenue à la source n'a jamais été respectée. Donc, déjà, sur base de ces deux compromis fondamentaux, peut-être pour les autres, nous en parlerons plus tard, nous nous retrouvons dans une situation où la Constitution, tant bien que mal, a essayé de créer des équilibres à cause de l'histoire de notre pays. Donc, cette Constitution n'est pas issue du néant. Elle est venue d'un parcours. Elle a dit, bon, nous allons aussi consolider la citoyenneté. Pourquoi? En créant des institutions d'appui à la démocratie. Les gens doivent être élus par une commission électorale qui doit être indépendante. On en a fait une caricature. Les droits de l'homme doivent être défendus par une commission nationale des droits de l'homme. Les médias doivent être gérés et protégés par un conseil supérieur de l'audiovisuel qui est devenu une structure de la censure. Donc tout a été galvaudé, dévoyé. Et donc tout à coup, les gens se réveillent et vous disent oui, mais en fait, on va quand même la changer parce que donc on a sacralisé l'opposition. Je vous dis l'article 220 interdit aussi le fait de ne pas permettre à l'opposition de fonctionner dans un pays. Mais on étouffe, on arrête les membres, on réprime les marches et on dit ben, la Constitution ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le fait que le président de la République... On a dit qu'elle bloquait le président, mais on doit atterrir. Oui, mais elle le bloquait comment? Parce qu'il ne peut pas nommer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais c'est lié à une histoire. C'est à ça même que les 13 parlementaires s'étaient opposés. Donc, dans ces cas, nous comprenons. Donc, je vous ai donné les éléments de compromis. Oui, c'est important, c'est important. Et donc, comme on veut maintenant une sorte de César multipotent ou omnipotent, qui nomme qui il veut, quand il veut, il révoque qui il veut, il nomme des gouverneurs. Là, nous, on veut qu'ils soient élus. Alors, on dit, on va, très bien, on va tous se faciliter la tâche. Nous quittons les compromis d'avant, nous allons rentrer à ce qui était au commencement. Comme on dit un peu dans les Écritures. Au commencement, il était comment? Au commencement, comment était la parole? Au commencement, il n'en était pas ainsi, comme disait le Christ. Alors, nous allons créer la confédération. Parce que nous constatons qu'en réalité, les unitaristes n'ont pas respecté les pactes républicains. Même dans les compromis, ils ne l'ont pas respecté. On a fait de ces pays, en fait, une sorte de prébande. Les gens vont dans les provinces, c'est fabriquer une popularité factice qu'ils viennent revendre à Kin et ne représentent qu'eux-mêmes. Mais les gens souffrent. Comment voulez-vous, un pays aux dimensions aussi immenses que l'Europe occidentale, s'il faut réhabiliter un pont en Ngandajika, c'est quelqu'un à Kin qui doit décider. Et un ministre des Finances peut bloquer.
Alors qu'on a l'argent sur place. S'il faut donc, si une route doit être réhabilitée d'intérêt national vers Manono, on doit attendre que quelqu'un à qui descende inaugurer sous l'impulsion de... C'est ridicule tout ça. Alors, comportons-nous en adultes et en responsables. Nous revenons, le pouvoir appartient à la base. Le peuple est souverain. Vous voulez l'unité nationale, nous aussi nous voulons l'unité nationale, mais pas au détriment des développements de nos États. Donc désormais, chaque province devient un État souverain, mais au sein d'une confédération. Et là, vous dites ceci, on touchait, on changeait les constitutions. C'est ce qu'on va faire. Puisque nous leur disons, respectons au moins les compromis qu'on avait. Je vous ai donné les raisons des compromis. Alors, laissez-moi donner les propositions aussi. Oui, allez-y, parce que... Donc, comme vous voulez dire les compromis, on doit rentrer dans l'antenne. Chaque État va désormais fonctionner comme un État souverain au sein d'une confédération qui restera la République démocratique du Congo. Le président va être élu au second degré. Pas de problème. Tous les présidents des fédérations choisiront un qui deviendra président de la confédération, qui sera en charge d'aller nous représenter à l'étranger, mener notre diplomatie, garantir l'unité nationale. Ça va même se faire par rotation. Après 5 ans, on choisit encore dans une autre province, etc., jusqu'à ce qu'on revienne. Ils ont 10% des recettes, ils peuvent fonctionner. Il y aura une cour confédérale pour arbitrer les conflits entre États fédérés. Mais chaque État gère ses ressources. Entretien de collaboration. Ça va être très facile, par exemple, d'entretenir une collaboration interétatique sur la voie ferrée qui va du Katanga vers la Zambie, qui descend au Kassai, qui va au Maniema. Et puis après là, c'est la voie fluviale qui intervient. On collabore avec le Congo central pour le barrage Inga à Katanga ou autres. Et les entités, le Kivu va aussi être dans un grand pôle interfédéral. Il travaille déjà... Tout ça, une voie ouverte pour balkaniser finalement ok, alors soyons sérieux. On vous dit que même le compromis que nous avons, c'est un compromis bâtard, mais que les gens ont accepté au nom de l'unité, de la paix. Vous le passez outre parce que vous voulez juste vous éterniser au pouvoir. Sans résultat, donc en fait, nous sommes des otages, de sorte d'esclaves dans un pays condamnés à rester en permanence, à subir l'incurie des dirigeants au niveau national qui en plus veulent se perpétuer en permanence. Nous sommes citoyens congolais, nous sommes dans les frontières du Congo parce que c'est cette constitution qui l'a déclarée. Nous revenons d'une guerre, nous revenons d'une balkanisation. Nous avons trouvé un compromis. Et on vous dit, cette constitution n'est pas parfaite, mais elle a eu le mérite de résister. Elle a déjà connu 2 mandats présidentiels, elle a donné une alternance, elle a connu des élections chaotiques, mais elle résiste parce qu'elle a des dispositions verrouillées qui créent l'espoir. Et vous décidez que pour vous pérenniser au pouvoir, vous allez tout faire sauter, vous racontez des mensonges, des carabistouilles, c'est la constitution des belligérants, et vous voulez qu'on vous accompagne. Merci bien. On a aussi droit à la vie, on a le droit de jouir des richesses de nos provinces, on a le droit de voir des routes en bitume chez nous, on a le droit de voir des immeubles. On n'a pas seulement à attendre que quelqu'un vienne, n'importe quoi, même si on est en train d'inaugurer ou de repeindre un bâtiment grâce à la communauté internationale. C'est sous l'impulsion de je ne sais qui. Non, à un moment donné, soyons sérieux. Merci. Soyons sérieux. Donc, oui, allons tous aussi, nous réfléchissons et nous allons aussi proposer un État confédéral. Voilà. Mais toujours sous la République démocratique du Congo, mais avec sa souveraineté interne. Merci beaucoup d'être venu, maître Dekessé. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre Katipi. Il y a encore des matières sur lesquelles nous reviendrons. J'aimerais beaucoup que nous ayons suffisamment de temps pour décortiquer la quintessence de la Constitution de 2006 telle qu'elle est,
on sait qu'elle a des biens, on sait qu'elle a d'imparfaits, et de comprendre pourquoi une constitution, on ne joue pas avec uniquement pour des contingences liées aux individus. On va préparer une émission avant le 10 juillet. J'espère que vous serez à Kinshasa, comme ça. Je pense pouvoir en tout cas être là pour répondre à votre appel. C'est toujours un grand plaisir. Ça nous fera plaisir. Merci à vous. Merci au public, à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Vous vous êtes rendu compte qu'il a valait la peine. On vous souhaite de passer une excellente soirée à notre compagnie. Continuez à vous abonner, faites des extraits. Envoyez partout où vous voulez. À très vite. Salut.